Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, diffusé en direct mercredi 16 octobre 2013 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir chers amis, pour un nouveau libre journal de la Résistance française. Je reçois ce soir en première partie Charles Sana, qui est économiste et directeur d'un bulletin dont je vais vous parler, qui s'appelle Le Contrarien. Et on va donc parler de la situation économique mondiale avec une espèce d'interrogation. Les États-Unis pourraient-ils connaître ce qu'on appelle un défaut de paiement? Et on est dans l'actualité la plus brûlante puisque ça doit se décider d'ici 24 ou 48 heures. Dans la seconde partie d'émission à partir de 19h30, je recevrai Philippe Duc, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, qui dirige l'émission de cinéma de Radio Courtoisie et qui a publié un ouvrage qui s'appelle Causerie du dimanche, et on abordera donc la collaboration que Philippe Duc avait eue dans toute une série de revues comme La Nation française, mais aussi les cahiers de la Cinémathèque ou la boîte à clous, l'intérêt européen, la table ronde, etc. Et savoir comment il s'était intégré à ses équipes. Et puis pour finir, juste avant la fin d'émission, sera consacrée à la pauvreté en France. Et donc je recevrai ce soir le pasteur Jean-Pierre Blanchard, donc qui est pasteur protestant et président de l'Action sociale et populaire, et Renaud Revel qui s'occupe d'une autre association d'entraide au SDF qui s'appelle Solidarité populaire. Donc un programme chargé comme d'habitude. Mais ce soir, ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait d'émissions consacrées aux questions économiques. Je fais moins d'émissions consacrées à la politique française parce que je crois que depuis plusieurs trimestres voire années, c'est l'économie actuellement qui prime sur la politique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Charles Sana. Je crois que c'est la première fois que vous venez à Radio Courtoisie. Absolument. Voilà. Merci de m'accueillir. Donc Charles Sana est ancien élève de l'ESSEC. Il est également diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Il a travaillé dans le secteur des nouvelles technologies à partir de 1997. Il a travaillé chez BNP Paribas comme chargé d'affaires. Et donc, il est actuellement directeur de la recherche économique d'une société qui s'appelle aucoffre.com, qui a un site internet. Et donc, il est directeur des études économiques et il rédige quotidiennement je dirais une lettre économique gratuite, absolument passionnante, que je lis depuis au moins 2 ans. Je crois qu'elle paraît depuis... C'est ça, un an et demi, voilà, un petit peu moins de 2 ans. Donc vous pouvez vous abonner à cette lettre, c'est gratuit et c'est absolument, je trouve que c'est une bonne présentation de l'économie française et internationale. Ça renvoie à d'autres sites, mais enfin il y a toute une recherche et donc ça s'appelle le contrarien.com. Alors je crois qu'il faut quand même que vous expliquiez ce que c'est le contrarien, parce que c'est un néologisme. Et c'est un peu, ça pourrait s'apparenter à des mots inventés comme la fortitude ou la bravitude de Ségolène Royal. Alors qu'est-ce que c'est le contrarien? Alors le contrarien, c'est plus qu'un néologisme, c'est plutôt une déformation un petit peu anglo-saxonne. Sur les marchés financiers, on adore, les traders adorent ce type de terminologie. Vous avez la pensée dominante d'un côté. Donc la pensée dominante aujourd'hui consiste à dire qu'il y aura un accord aux États-Unis sur la dette au dernier moment, certes, à minuit moins une sans doute,
mais il y aura un accord. Voilà la pensée dominante. Et puis vous avez la pensée contrarienne, celle qui va aller à l'encontre du consensus et qui va pas hésiter à prendre le contre-pied ou en tout cas une analyse totalement opposée à la bien-pensance. Ça serait un petit peu le processus d'avocat du diable, si vous voulez, et qui va dire mais non. Et s'il n'y avait pas d'accord? Voilà, donc le contrarien matin, c'est ça, c'est essayer de regarder l'économie, non pas à travers le prisme de la pensée classique et traditionnelle, mais vraiment avec une liberté de ton et une liberté d'analyse qui soit totale et complètement décorrélée de la bien-pensance et, je dirais, de la bravitude gouvernementale. Donc je dirais que vous apparentez un peu aux économistes, on pourrait dire libéraux mais hétérodoxes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui font pas la même chose que vous, mais des gens qui sont souvent peu connus du grand public, mais qui sont plus connus sur Internet. Je pense aux animateurs du site L'Écris, par exemple. Absolument. Ou un certain nombre de chroniqueurs sur BFM TV qui, au milieu de gens très libéraux qui croient à la mystérieuse boîte noire de Schumpeter, il y en a quand même un certain nombre qui ont une pensée dissidente, pourrait-on dire. On peut le dire. Et je crois que vous vous inscrivez depuis longtemps dans ce type d'approche. Absolument. Parce que je dirais que tous les jours vous décryptez, 5 jours par semaine, vous décryptez assez rapidement. On pourrait dire par exemple les annonces officielles françaises. Et vous montrez en quoi vous n'y croyez pas et qu'en réalité il y a des dérives, des perversions, etc. Bon, alors je crois qu'on va attaquer sur le point, c'est-à-dire très très curieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'un défaut de paiement. Je sais qu'à Radio Courtoisie, qui est la radio de la francophonie, on ne doit pas utiliser de termes anglais, mais je dis bien un défaut de paiement, ce que les Américains appellent un shutdown, quoi. Alors, je vous en prie. Excusez-moi, oui. Je me permets juste. Alors, en réalité, il y a le shutdown n'est pas le défaut de paiement. Hein. Le shutdown, c'est l'idée de fermeture. Si on raisonne francophonie et terminologie française, nous dirions c'est la fermeture des services gouvernementaux dans notre pays. Les centres des impôts sont fermés, les écoles sont fermées, les fonctionnaires ne reçoivent plus, ils ne sont plus chez eux, etc. Donc le shutdown, c'est vraiment cette notion de fermeture. C'est ce qui précède le défaut de paiement. C'est ce qui est le cas ce qui pourrait arriver en même temps d'ailleurs. Oui, c'est ce qui est le cas actuellement aux États-Unis depuis 3 semaines. Absolument. Et auquel personne ne croyait. En fait, si j'ai bien compris, j'avais noté des choses quand même tout à fait étonnantes que j'ai racontées dans mon bulletin fait document. Une partie des services du FBI ont été fermés, les musées sont fermés. Un certain nombre d'enseignants n'enseignent plus et il y a en fait ne sont actuellement en activité qu'environ 850 000 fonctionnaires qui sont requis comme étant considérés comme indispensables à l'administration américaine, et il y a d'autres personnes qui viennent actuellement mais qui ne sont pas payées. Parce qu'on leur a dit, en gros, que si on arrivait à un accord, elles seraient payées, elles seraient rémunérées avec retard, quoi. Ils seraient rémunérés rétroactivement. Ça, c'est la loi officielle. Ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'effectivement, les fonctionnaires seraient rémunérés de manière rétroactive. Alors, je vous en prie. Excusez-moi. Il y a 2 sujets. On a d'un côté un problème budgétaire et d'un autre côté un problème de relèvement de plafond de la dette. C'est très important d'être clair pour bien savoir de quoi on parle. Le shutdown, qui est la fermeture des services gouvernementaux que vous venez de décrire, la fermeture des musées, etc., c'est lié officiellement à un problème budgétaire. On ne s'est pas mis d'accord sur la nouvelle année budgétaire, donc on ferme en attendant d'être d'accord, parce qu'il n'y a plus de budget. Donc ça, c'est le premier problème, celui qui s'est matérialisé il y a effectivement 3 semaines. Le deuxième problème, qui va se matérialiser demain et qui risque de faire rentrer le monde dans le mur de dette, c'est cette idée de renégocier le plafond de la dette. Depuis quasiment le début du siècle dernier, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est depuis 1917, mais certains auditeurs pourront certainement vérifier,
le Sénat américain doit valider, il doit y avoir un vote des représentants du peuple sur le montant que l'État fédéral a le droit d'emprunter. Alors aujourd'hui, la dette de l'État fédéral américain s'élève à 16 700 milliards de dollars. 16 700 milliards de dollars. Il faut mettre en perspective le PIB de la France. Juste le PIB de la France, c'est un tout petit peu moins de 2000 milliards d'euros. Donc imaginons qu'un dollar égale un euro pour simplifier les choses. Vous voyez un petit peu toute la richesse produite en France, 2000 versus 16 000. Donc c'est juste pour vous montrer donc c'est à peu près 7 à 8 années de PIB français, quoi. Absolument. Et ça équivaut à plus d'un an de PIB américain. Plus d'une année de PIB américain, et donc c'est le fameux ratio dette sur PIB. Donc quand il dépasse 100%, c'est qu'effectivement, c'est plus d'une année de création de richesse. Et là aujourd'hui, nous butons, en tout cas les États-Unis d'Amérique et la classe politique américaine butent sur une incapacité, en tout cas c'est ce qui est exprimé officiellement, à se mettre d'accord sur aussi bien la définition d'un budget que le relèvement du plafond de la dette. Ce qui va pouvoir conduire à ce que l'on appelle un défaut de paiement. Le défaut de paiement étant l'incident de paiement lorsque vous êtes en incapacité à payer votre dette et vos engagements. Alors, un défaut de paiement chez monsieur et madame tout le monde, ça s'appelle la loi de surendettement. C'est vous avez trop de dettes, vous pouvez plus rembourser votre dette, vous pouvez plus rembourser vos échéances de crédit, un incident, 2 incidents, 3 incidents, puis après vous partez dans une procédure contentieuse et judiciaire. Pour un État, un défaut de paiement va se matérialiser de 2 façons différentes. Soit il n'est pas capable de rembourser une dette arrivant à échéance. Je suis créancier d'une dette américaine qui arrive à échéance, c'est ce qu'on appelle la maturité, qui arrive à échéance demain. Donc je me présente, moi l'investisseur, et les États-Unis d'Amérique sont censés, avec mon titre, et les États-Unis d'Amérique sont censés me rembourser X milliards de dollars par rapport à un prêt que je leur avais fait. Les États-Unis n'ayant plus de capacité à emprunter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les pays ne remboursent pas de la dette avec de l'argent frais. Les pays remboursent de la dette avec de nouvelles dettes. Donc c'est de la cavalerie. J'emprunte pour rembourser la dette qui arrive à échéance. Si je n'ai plus de capacité à emprunter, je n'ai pas de capacité à rembourser. Là, je suis en défaut de paiement. Ou alors, je ne paye pas les intérêts de la dette, je ne paye pas les coupons, et donc là aussi, je suis considéré en défaut de paiement. Alors, vous l'avez écrit, je l'ai écrit, il y a un certain nombre de gens, je suppose, qui l'ont dit au micro de Radio Courtoisie. Je fais des émissions là-dessus. Ce problème de dette, qui là est au cœur des discussions aux États-Unis, pose les mêmes problèmes dans de nombreux États, en particulier en Europe. Et comme on le dit toujours et comme vous l'écrivez de temps en temps, et si un ménage se comportait de la même manière qu'un État, ça ferait longtemps qu'il serait en prison. C'est une évidence. Voilà. Donc c'est une espèce de cavalerie, vous l'avez utilisé, dont on endette les générations à venir. Cette dette ne cessant d'augmenter, en supposant que, on sait aujourd'hui, je crois que c'est de l'ordre de 40 000 euros par Français. Plutôt aux environs de 30 000 si on considère la dette officielle. Oui, pour la seule dette officieuse. Voilà, et ça uniquement pour la dette, ce qu'on appelle la dette publique française. Absolument. Évidemment, il y a d'autres dettes. Plein d'autres dettes. Comme aux États-Unis, la dette des étudiants, la dette immobilière, la dette de prêt automobile, enfin, etc. La dette sociale, la dette de la sécurité sociale n'est pas dans la dette de l'État. Voilà. Donc, on est... Est-ce que, je voudrais savoir, juste une incidente, est-ce que ce plafond existe en France ou non? Alors, il n'existe pas en France. Et alors, quelle est l'origine de ce plafond? C'est que les États-Unis, enfin les Américains, avec les pères fondateurs, etc., une certaine liberté d'entreprendre, avaient décidé de mettre une barre
empêchant l'État de s'endetter. Bon, je sais qu'elle a été plusieurs fois, le plafond a été plusieurs fois remonté. Mais 70 fois. Voilà, mais c'est pour ça, bon, ils veulent quand même contrôler en partie, enfin à l'origine, l'idée est de contrôler l'endettement de l'État. Alors, votre question est absolument extraordinaire parce que elle n'est quasiment jamais posée. Pourquoi d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un plafond? Et pourquoi un plafond? Et effectivement, c'est complètement absent des débats économiques. Or pourtant, si on veut comprendre le problème actuel du plafond de la dette, il faut comprendre l'idéologie qui sous-tend justement la création historique de ce plafond de la dette et la prudence, comme vous l'avez si bien noté, des pères fondateurs. Les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique étaient extrêmement sages et avaient déjà une immense méfiance à l'égard des banquiers et des financiers. C'est ça la réalité de la Constitution américaine et du fonctionnement des institutions américaines, qui ont été complètement dévoyées et perverties par les décennies précédentes. Avec la création de la Réserve fédérale américaine. Par exemple. On avait fait une émission dessus il y a 1 an à peu près. Donc, voilà. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous laissez un gouvernement sans contre-pouvoir, ce gouvernement va pouvoir agir de façon légitime, bénéfique pour sa population, ou illégitime et maléfique pour sa population. Après, ce sera le comportement humain et les enjeux et les intérêts personnels et privés qui prendront éventuellement le pas, etc. Mais c'est ça que nous enseigne l'histoire. L'histoire nous montre bien que, en l'absence de tout contre-pouvoir, la sagesse est rarement exprimée. Donc, il est en général, quand vous confiez un pouvoir à quelqu'un, il faut contrôler l'utilisation de ce pouvoir. Et c'est l'esprit de toutes les institutions, partout à travers la planète. Et c'est l'esprit des institutions démocratiques. Donc vous avez un pouvoir, c'est la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, etc., le pouvoir judiciaire, etc., etc. Donc ça, c'est pour le grand principe de notion de séparation de pouvoir. L'idée de voter un plafond de la dette, c'est bien être capable de mettre une limite, et le plafond c'est une limite, à la marge de manœuvre dont va bénéficier l'exécutif. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand je fais des dettes aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je reporte ce coût sur les générations futures ou sur les années futures. Si, en France, nous avions payé chaque année le juste coût de nos politiques sociales. Je juge pas, je condamne pas, je critique pas les politiques sociales. Je suis pour les politiques sociales, je suis pour encore plus de politiques sociales. Je suis pour que tout le monde soit riche, je suis pour que tout le monde soit très heureux, je suis pour que le monde entier baigne dans la félicité la plus totale. Néanmoins, ça a un prix. Et il y a 2 façons de voir ce prix. Soit vous le refacturez à chacun d'entre nous via ce qu'on appelle les impôts. Et là, si on nous refacturait réellement chaque année ce que notre solidarité coûte, je peux vous dire que ça fait belle lurette, qu'il y aurait une révolution dans ce pays et qu'il y aurait beaucoup moins de social. Et il y a l'autre solution qui consiste à s'endetter pour masquer le prix, le coût de notre politique de solidarité, de notre politique de santé, de notre politique d'éducation, bref, de tout ce que l'on dépense chaque année. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est pas assez, c'est trop, non, c'est même pas mon propos. Mon propos, c'est de dire quel est le coût. Divisez le coût par le nombre de citoyens et vous obtenez, de citoyens capables de payer des impôts, et vous obtenez le vrai prix que chaque individu fiscalisé devrait payer comme impôt. Ou alors vous vous endettez et on masque. Et c'est ce qu'on a fait pendant des années, pendant des décennies. Cette idée du plafond, c'est clairement ce qu'on fait en France, cette idée du plafond de la dette, c'est de dire, de rendre visible le coût de ne pas laisser un surendettement se créer sans qu'il y ait un contrôle. Filer les déficits. Absolument. Et alors, le plafond, donc vous nous l'avez dit, a été relevé plus de 70 fois. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les Républicains bloquent plus que d'habitude ? Enfin, c'est ce qu'on appelle l'Obamacare, quoi, cette espèce d'introduction qui nous paraît incompréhensible, mais qui est mal présentée, je trouve, dans les médias français.
c'est vraiment faux d'une espèce de sécurité sociale à l'américaine, mais en réalité, bon, ça va largement au-delà et c'est très différent. C'est très différent, mais allez, à la limite, résumons-le de cette façon-là, une sécurité sociale à l'américaine. Ça vient en confrontation directe avec la pensée libérale et libertaire d'une partie assez importante de la population américaine. Les États-Unis se sont fondés sur l'idée d'une immense liberté, sur l'idée que chacun peut être armé, sur l'idée que chacun est responsable de ce qui lui arrive. Et la responsabilité individuelle aux États-Unis, c'est quelque chose d'extrêmement prégnant. Donc, lorsque on parle d'assistanat ou d'une forme d'assistanat aux États-Unis, ça donne des boutons à une partie importante de la population américaine qui considère qu'elle peut faire de la générosité, qu'elle peut faire de la donation, qu'elle peut financer des bonnes œuvres à sa convenance. Et les fondations aux États-Unis sont extrêmement développées, contrairement à ce qui se passe en France. Donc il y a une véritable solidarité, mais vous avez plein d'histoires de milliardaires qui se défont de leur fortune pour en faire bénéficier les plus pauvres. Vous avez donc une vraie solidarité qui va se matérialiser aux États-Unis, mais leur pensée consiste à dire que l'impôt, c'est faire la charité avec l'argent des autres. Et c'est ça la pensée américaine. Pareil, je juge pas, je dis pas c'est vrai, c'est bien, c'est pas... Non, je dis c'est ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent, c'est que l'impôt, c'est me prendre mon argent à moi pour me forcer à faire une solidarité que je ne souhaite pas forcément faire. Je dirais qu'en France, par exemple, enfin, pour illustrer votre propos, je sais que les enquêtes d'opinion en Europe, ce qu'on appelle le vieux continent et les États-Unis, par exemple, sont très différentes quant à l'héritage. Absolument. C'est dans le même style. C'est qu'en France, enfin, je dirais en Europe, on est très attaché à l'héritage, alors qu'aux États-Unis, qui est une nation plus nouvelle, un certain nombre de très grands milliardaires américains peuvent donner l'essentiel de leur fortune, considérant que leurs enfants doivent eux-mêmes faire leurs preuves et reconstituer une fortune. Absolument. C'est ce qu'a fait Warren Buffett. Voilà, on n'a pas du tout la même approche et c'est quelque chose qui paraît incompréhensible, pour beaucoup de Français. Ou par exemple, pour revenir à votre propos, il y a tout un système d'assurance individuelle que les gens peuvent prendre parfaitement, qui existait d'ailleurs en France avant, au siècle dernier, et donc les gens sont libres de s'assurer ou non. Bon, mais ce qui est on va pas trop insister seulement sur l'Obamacare, mais il y a des événements, il y a des éléments que peu d'économistes mettent en avant, mais vous l'aviez mis, qui est un élément que j'avais aussi noté au hasard de mes lectures, que en fait ce qu'on appelle l'Obamacare, on peut difficilement utiliser un mot autre, s'applique en réalité aux emplois à temps complet. Dans les entreprises, je crois, de plus de 30 ou 50 personnes. Plus de 30 personnes. 30 personnes, bon. Ce qui fait qu'actuellement, il y a une multiplication. On revoit les contrats des gens, enfin même d'ailleurs souvent il n'y a pas de contrat. Et donc les gens sont priés de ne pas travailler à plein temps. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a une multiplication de ce qu'on appelle en France, mais qui n'a pas de rapport avec les États-Unis, des emplois précaires. C'est ça. Mais ces emplois qui sont moins assurés. Il faut rappeler aux auditeurs que les fonctionnaires aux États-Unis n'ont aucune assurance de l'emploi. Il y a peu de fonctionnaires pendant toute leur vie, quoi. Voilà. Bon. Et donc cette idée de beaucoup d'entreprises actuellement, effectivement, embauchent en multipliant les emplois à temps partiel parce que comme ça, ils ne vont pas avoir à payer cette charge supplémentaire qui a été estimée, je crois, à peu près quand même à $15 000 par an par emploi, si on n'emploie pas les gens à plein temps. Donc il y a des effets pervers que vous soulignez. Absolument. Avec le fait de déchiffrer ce qui se passe. Alors je vous laisse continuer. Pourquoi est-ce que les républicains, là, bloquent plus que d'habitude? Est-ce que c'est parce que Barack Obama est affaibli avec les engagements, enfin les belliqueux qu'il avait eu avec les Syries, l'échec des révolutions arabes avec la Syrie et la Tunisie, la nouvelle le retour sur la scène internationale de la Russie? Est-ce que
les républicains, c'est des considérations de politique étrangère, plutôt des considérations de politique intérieure. Bon, on a dit par exemple qu'ils étaient très liés, alors également quelque chose sur lesquels les gens comprennent rien en France, qui est ce qu'on appelle le Tea Party. Il y a qu'un livre qui est paru chez Jean Picolet il y a à peu près un an, qui analyse bien la situation. On a des simplifications terribles en France quand on parle des États-Unis, mais également de la Chine, etc. Bon, donc pourquoi est-ce que les républicains sont moins accommodants que d'habitude? Même si, bon, il y a un auditeur qui nous dit que on serait arrivé, enfin, un accord aurait été conclu au Sénat américain là, dans les minutes qui précèdent. Mais en tout cas, pour le moment, bon, de toute façon, il n'y a pas encore eu de vote. Voilà. Alors, surtout que les auditeurs nous tiennent au courant, parce que nous n'avons pas accès aux dépêches dans le studio, et qu'effectivement, l'actualité peut être amenée à bouger extrêmement rapidement au fur et à mesure que l'on parle. Alors, tout d'abord, je veux préciser qu'il est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'en réalité, les États-Unis d'Amérique seront déjà en défaut de paiement demain. La question qu'on va se poser, c'est que simplement là, ce sera un défaut purement technique en attendant que que l'intendant se suive et que les papiers soient bien signés. Pourquoi? Parce que vous avez, comme en France, deux chambres. Vous avez la Chambre des représentants et le Sénat. Le Sénat vient de voter une loi. Alors le Sénat est beaucoup plus sage et il y a a priori des accords bipartisans qui se font de façon beaucoup plus facile au Sénat qu'à la Chambre des représentants. Une fois que le Sénat a proposé un accord, il faut que cet accord soit voté. Vous avez la proposition de loi, puis après vous avez le vote de la loi. C'est quand même deux choses différentes. Il faut le temps pour l'organiser. Alors on va aller très très vite, évidemment. On va voter sans doute ce soir. Ce soir pour nous, dans la journée chez eux. Mais il va falloir qu'une fois que ce soit voté, on envoie ce texte à la Chambre des représentants. La Chambre des représentants n'aura ce texte au mieux que demain, si tant est qu'il soit bien voté. Mais partons du principe qu'il va l'être. La Chambre des représentants l'aura demain. Demain, la Chambre des représentants va s'en saisir. C'est à la Chambre des représentants qu'il y a une majorité républicaine et que le texte risque d'être retoqué, voire carrément rejeté. Si le texte est rejeté demain, on est en défaut de paiement. Si le texte n'est pas rejeté demain et qu'il est bien voté par la Chambre des représentants, ce nouveau vote et cette nouvelle loi sera à ce moment-là envoyé à Barack Obama vendredi, mais c'est jeudi le plafond de la dette. Donc jeudi, nous passerons toute la journée de jeudi en défaut de paiement. Alors excusez-moi de vous couper la parole. Effectivement, donc il y a une dépêche là qui a une demi-heure. C'est une dépêche qui est parue sur le Figaro.fr. Les sénateurs américains sont parvenus à un accord de sortie de crise. Bon, je précise bien pour les auditeurs, c'est un texte journalistique, donc c'est beaucoup plus complexe, comme vous l'expliquez. Donc les sénateurs sont parvenus à un accord de sortie de crise. Ça ne veut pas dire que ça a été voté, hein. Ils ont pu trouver un arrangement, mais il faut attendre. À quelques heures de l'échéance du relèvement du plafond de la dette, les sénateurs du Parti conservateur se réunissaient en fin de matinée, mais alors il y a le décalage horaire, effectivement, pour entériner les termes de cet accord négocié par leur chef de file, Mitch McConnell, et le dirigeant de la majorité démocrate, Harry Reid, ont précisé ces élus. Mais on n'a pas d'autres renseignements, et comme vous le disiez, il va de toute façon y avoir un défaut de paiement, même s'il n'est que momentané, à partir de demain matin. Et donc rien que ça, c'est quelque chose d'absolument énorme en soi, en termes symboliques. C'est-à-dire que quand on vous dit les marchés jouent le fait qu'il y aura de toute façon un accord, c'est pas possible que ça fasse défaut, ce serait tellement catastrophique, etc., etc. Pourtant, c'est entre guillemets déjà trop tard, et il n'est pas minuit moins une, mais il est déjà minuit une. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Donc, au mieux, la loi sera promulguée par Barack Obama, qui après va la recevoir à la Maison Blanche et va devoir la signer. Alors encore faut-il qu'il la signe, parce que comme vous l'avez justement noté, et ça c'est extraordinaire ce qui se passe actuellement sur la maîtrise de l'information. Et on parlera tout à l'heure de la théorie du défaut choisi par rapport au défaut subi, qui est un gros papier que j'ai fait sur ce sujet-là il y a quelques jours. Là, effectivement, nous ne savons rien. Nous savons juste qu'un accord a été négocié. On ne connaît pas les termes de l'accord. Je rappelle que Barack Obama a déjà refusé 3 propositions républicaines. Donc cette 4e proposition peut parfaitement être rejetée ou acceptée.
On n'en sait rien. Nous n'avons pas à préjuger de la situation. Et je trouve ce type de communiqué infiniment peu prudent compte tenu de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas la teneur de l'accord. Nous n'avons pas la réaction des Républicains à la Chambre des représentants. Bref, nous n'avons aucun élément pour savoir si cet accord est, ne serait-ce crédible ou pas crédible. Mais partons du fait qu'il soit crédible, partons du fait qu'il soit voté, et entre guillemets, je voulais juste montrer que c'était presque déjà trop tard, que demain jeudi, il y aura un défaut de paiement technique. Alors, on a beaucoup de messages, donc je vais rebondir, on va continuer notre entretien, mais je vais rebondir, parce que ce sont des questions qui vont permettre de compléter. Bon, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs de Radio Courtoisie, toute l'émission ne va pas être intégralement consacrée au problème de la dette américaine et du plafond qui va sans doute être... Mais je trouve que c'est intéressant d'aborder cette question, évidemment, par rapport à nous, puisque la question risque de se poser pour la France, et déjà posée pour d'autres pays, comme par exemple la Grèce, où on a eu des mesures expéditives pour résoudre justement ces questions. Donc on va venir après à la politique européenne. Expéditive et coercitive. Voilà. Alors, un auditeur dit, on dit que le budget ne dépend que de la signature du président Obama. Alors je ne comprends pas qu'on fasse porter cette responsabilité aux républicains. Et les républicains n'ont qu'un avis consultatif d'après les experts économistes. Alors effectivement, la signature dépend, c'est-à-dire que le président des États-Unis refuse de céder sur cette politique de, entre guillemets, de sécurité sociale. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cette affaire. Et moi, quand je comprends pas quelque chose, dans mon approche intellectuelle, lorsque je comprends pas quelque chose, ça déclenche des signaux d'alarme. Quand on ne comprend pas quelque chose, il y a deux possibilités. Soit on ferme les yeux et on l'ignore, soit ça déclenche des signaux d'alarme. Ceux qui font de l'aviation ou des métiers à risque connaissent bien cette approche intellectuelle. Quand on ne comprend pas quelque chose, on sait qu'on se met en situation de danger. Donc, il y a plusieurs pourquoi. Parlons de la situation, parlons de l'approche républicaine. Et les républicains, ils n'ont, je dirais, depuis plusieurs années, qu'une seule vision qui consiste à dire, politique, mais qui consiste à dire, il faut réduire les déficits. C'est ce qui s'est passé, souvenez-vous, une information chasse l'autre, et dans le monde de l'immédiateté qu'est le nôtre, nous prenons rarement le temps de nous souvenir de ce qui se disait il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Souvenez-vous du débat sur ce qu'on a appelé le fiscal cliff, la falaise fiscale. C'était en début de cette année, c'était début 2013. Lors de la négociation budgétaire de l'année dernière, donc il y a un an quasiment à la même époque, les républicains et les démocrates n'étaient toujours pas d'accord. Et donc ils avaient fini par voter une espèce d'accord vague qui stipulait que, en l'absence de meilleurs accords futurs, des coupes budgétaires automatiques se mettraient en œuvre. Les marchés, jusqu'au dernier moment, ont joué le fait que les républicains reviendraient là-dessus et qu'il n'y aurait pas les coupes budgétaires. Il y a bien eu les coupes budgétaires. Ces coupes budgétaires ont permis... Alors, les États-Unis étaient à peu près à 8% de déficit sur PIB. Ça, c'était pour l'exercice précédent en 2012. Sur 2013, on est plutôt à 6%. Donc, ces coupes budgétaires associées, donc baisse des dépenses, associées à une augmentation des recettes fiscales, donc une augmentation des impôts, ont permis une réelle réduction des déficits. Alors, les États-Unis restent largement déficitaires, largement surendettés, tout ce qu'on veut. Mais, comme dirait notre gouvernement, la trajectoire est bonne. Pourquoi, alors que la trajectoire est bonne et que l'attitude républicaine a commencé à porter ses fruits sur la réduction budgétaire, pourquoi est-ce que les républicains ne continuent pas sur cette voie en demandant plus de réduction budgétaire, plus d'augmentation des recettes pour réduire plus le déficit? Voilà ce que serait une saine politique et une saine gestion. Et c'est pas ce qu'ils font.
De la même façon, Barack Obama, on lui a proposé à plusieurs reprises des accords reportés de 6 semaines. Souvenez-vous, la semaine dernière, vendredi dernier, on dit « Ah, ça, youpi, tralala », exactement la même dépêche. Vous pouvez aller sur Internet, chercher la dépêche d'il y a de vendredi dernier. « Ah, youpi, tralala, un nouvel accord a été trouvé, ça y est, sortie de crise. On va reporter jusqu'au 15 janvier, après les fêtes de Noël. » Et Barack Obama a refusé cet accord. Donc on est dans quelque chose que finalement on peut qualifier d'incompréhensible. Pourquoi ce blocage ? Et Barack Obama a eu cette phrase que je trouve très particulière et suffisamment particulière pour que je vous en parle, qui est le premier défaut de paiement intentionnel. Et ça nous amène à la réflexion suivante. Y a-t-il un intérêt pour les États-Unis d'Amérique à opter collectivement? Alors après, on amuse la galerie avec des sketchs de communicants. Mais y a-t-il un intérêt pour les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, au moment où nous parlons, d'opter pour un défaut de paiement intentionnel? Et donc ça, c'est la théorie que je soumettais à la sagacité de nos lecteurs du contrarien.com, qui était qu'est-ce qui va se passer si on continue sur la même trajectoire? A priori, à un moment donné, une perte de confiance généralisée, donc nous aurons un défaut de paiement non contrôlé, un défaut de paiement accidentel. Et donc, c'est la réflexion que l'on doit avoir, c'est le combat défaut de paiement choisi par rapport au défaut de paiement subi. Et la différence est majeure. Dans un cas, on peut piloter le défaut de paiement. Dans l'autre cas, on le subit complètement et c'est un effondrement catastrophique et absolument immaîtrisable. Alors, on a plusieurs messages peut-être qui vont un peu dans ce sens-là, parce qu'on est obligé de simplifier évidemment à l'antenne ce qui est exposé. Et il y a une réflexion qui est de bon sens, qui est que je vais la simplifier. Bon, c'est pas exactement, j'aurais pas formulé ça comme ça, mais c'est quelqu'un qui nous demande pourquoi l'État fédéral était obligé d'emprunter, puisqu'il semble qu'il ait quand même des recettes. Bon, et bien évidemment, la situation, c'est un peu comme les baignoires qui sont avec des robinets et des bondes. Donc, bien évidemment, pendant que les États-Unis sont bloqués avec cette histoire de plafond, il y a des recettes qui rentrent, fiscales, et donc qui permettent de payer toute une partie des fonctionnaires, etc. Ça permet de parer au plus pressé, quoi. À ceci près que la baignoire, pour rester sur l'exemple de la baignoire se remplit moins vite qu'elle ne se vide. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les recettes fiscales sont moins importantes que les dépenses. Alors, je crois que les auditeurs ont compris. On peut supposer qu'il va y avoir un accord. Cet accord ne sera sans doute que transitoire et que pour quelques semaines, voire quelques mois. Même s'il y a un pourcentage de probabilité qui fait qu'on pourrait arriver à un défaut de paiement, par exemple intentionnel, puisque si Barack Obama se refusait absolument à signer le document. Ou que la Chambre des représentants ne vote pas l'accord du Sénat. On a quelqu'un un auditeur qui nous pose cette question, qui est la question à laquelle je voulais aborder. À qui les États-Unis doivent-ils de l'argent? C'est-à-dire, en fait, qui détient la dette américaine? Alors, et il y a une intervention qui est très intéressante, je suppose dont vous parlez, c'est le très net avertissement de Pékin aux États-Unis. On leur disait quand même qu'il faut pas aller trop loin dans cette affaire, mais on a, je dirais, mis à part les Échos ou des journaux un peu spécialisés. On peut pas dire que on explicite clairement, et vous avez l'habitude, vous parlez souvent de la Chine, on a peu l'habitude d'expliciter clairement les déclarations chinoises, surtout qu'elles sont un peu comme celles du président de la Réserve fédérale américaine. On comprend pas toujours exactement ce qu'il veut dire. C'est assez diplomatique. Mais là, les Chinois étaient quand même un peu plus clairs, il me semble. Donc, alors, ce que disait Alan Greenspan, l'ancien gouverneur de la Banque centrale américaine, il disait si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé.
Voilà, donc effectivement, il maintenait un espèce de flou artistique où c'était un peu l'auberge espagnole, chacun comprenait un petit peu ce qu'il voulait comprendre. Donc c'était, en termes de communication, un exercice à chaque fois assez extraordinaire. Je suis relativement passionné effectivement par l'économie chinoise, par l'envol chinois, par les problématiques qu'on peut rencontrer dans cette économie extrêmement surprenante, mélange de capitalisme débridé, de dictature complète, de liberté, mais de coercition. Enfin bon, donc c'est le communiste capitaliste. C'est un modèle fascinant et qui est en train justement de marquer profondément la planète et les orientations politiques et économiques dans le reste du monde. On y reviendra peut-être. Alors, pour répondre à votre question, et à la question de notre auditeur, qui détient la dette américaine? C'est effectivement une question très intéressante et très importante. La réponse complète sur lecontrarien.com, puisque vous trouverez dessus le dernier document à jour. C'est un document qui a un mois, qui est du Trésor américain. C'est que des chiffres et des pays et des chiffres. Donc on comprend parfaitement, même si c'est en anglais, que je suis allé dégoter pour mes lecteurs. Et il reprend toute la liste des détenteurs de bons du Trésor étranger, détaillés pays par pays. Alors maintenant, je vais quand même répondre à la question. Les premiers détenteurs, les Chinois, 1277 milliards de dollars de dette américaine. Pour les étrangers, hein. Pour les étrangers. Aux États-Unis, voilà. Alors, les investisseurs américains, donc Mr. and Mrs. Smith, détiennent 4391 milliards de dollars. Les investisseurs, c'est ce qu'on appelle les fonds de placement américains. C'est l'équivalent de nos contrats d'assurance vie, d'accord. En France, les contrats d'assurance vie des Français ont à peu près 1400 milliards d'euros, et donc on est détenteur, nous Français, à travers nos placements fonds euros des contrats d'assurance vie, d'une partie importante de la dette de l'État français. Voilà. Mais je dis bien, c'est du papier. C'est du papier. Ça se fonde pas sur, par exemple, il y a des compagnies d'assurance, je pense aux États-Unis comme en Europe, qui détiennent des immeubles, qui détiennent de l'or, qui détiennent tout ça. Il faut que vous compreniez quand même bien que, chers amis auditeurs, qu'une grande partie de votre assurance vie, le placement préféré de votre épargne, repose sur l'achat de la dette américaine ou de la dette française, de la dette souveraine, ce qu'on appelle la dette souveraine, c'est-à-dire la dette des États. Ce que les gens ne conceptualisent pas, et ça c'est tout à fait vrai, Monsieur Ratier, c'est que ils considèrent qu'ils ont un crédit, c'est-à-dire qu'ils ont du plus, qu'ils ont de l'argent déposé dans leur contrat d'assurance vie à la banque, sur leur compte épargne, etc. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cet argent en réalité n'existe pas, puisque cet argent, pour leur verser un taux d'intérêt, le rendement qu'ils touchent tous les ans, là, leur 3% sur leur contrat d'assurance vie, qui baisse en plus d'année en année, qui est de plus en plus fiscalisé, c'est pour toucher ces 3%-là, ils ont pris leurs sous, et ces sous, ils les ont confiés à une compagnie d'assurance vie qui, à son tour, est allé donner ses sous à un État surendetté qui les a déjà dépensés. Cet argent n'existe plus. Ça, c'est pour l'épargne contrat assurance vie. Mais, quand on parle d'un compte courant, d'un compte épargne, sachez que les 20 000 euros que vous avez à la banque, c'est pas de l'argent qui existe. Vous avez en réalité une créance vis-à-vis de la banque. Les Français sont quand même, en tout cas les Français conscients, sont rendus compte au moment de l'affaire des banques chypriotes. C'est-à-dire qu'on a saisi l'intégralité de tout ce que les gens avaient au-dessus de 100 000 euros sur un compte. On a tout bloqué. D'abord, on a commencé par tout bloquer. À Chypre, ils ont commencé par tout bloquer. Et ils ont tout arrêté. Vous ne pouviez plus sortir vos sous. Impossible. Vous aviez droit à 100 euros dans le distributeur et terminé. Mais aujourd'hui, c'est également impossible de les sortir en France. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Si vous allez dans une banque en disant, je voudrais recevoir mes 27 500 ou 275 000 euros, les gens vont vous rironner. Je crois qu'au moment de la crise en 2007, il y avait un monsieur qui avait, je crois, 1 million d'euros dans une banque. Il était allé pour se faire régler 1 million d'euros en billets. On lui a dit, c'est strictement impossible. Alors non seulement c'est strictement impossible, mais en plus c'est strictement interdit.
puisque vous avez des lois qui stipulent que, alors je me souviens plus très bien des montants de tête, alors je sais plus si c'est 7 500 € ou 15 000 €, enfin bon, parce que vous avez des plafonds de paiement en espèces qui dépendent en plus de ce qu'on achète, etc. Mais vous avez également un plafond de montant en espèces avec lequel vous avez le droit de vous promener dans la rue. C'est-à-dire que si la police vous arrête avec 50 000 € en espèces et en petites coupures sur vous, quand bien même vous venez de les sortir de la banque et quand bien même c'est bien vos sous, que vous avez payé tous les impôts, tout déclaré, enfin que c'est complètement honnête, que c'est juste Madame Michu qui avait peur que la banque ferme et qui allait retirer ses économies, la loi vous interdit de disposer et d'avoir une telle somme avec vous et chez vous. Alors, on va revenir à la dette américaine. Donc, il y avait on peut dire, les fonds de placement américains. Voilà, alors c'est-à-dire qu'en gros, ce qui sert les retraites. Voilà, l'équivalent de nos contrats d'assurance. Et qui sert, en fait, à payer les revenus des retraités américains. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Hein, presque 4 391 milliards, donc presque 4 400 milliards de dollars. Et il y a à peu près l'équivalent, juste un peu plus. En fait, c'est le fonds de la sécurité sociale américaine. Absolument. Alors qu'on nous explique en permanence qu'il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Absolument. C'est quand même curieux, quoi. Absolument. Bon. Après, bon, il y a les ménages, plus les États américains. Alors ça correspond à peu près à 600, 700 milliards de dollars. Et puis vous avez, je sais pas, vous avez au moins un tiers, quand même, 40%, qui est détenu par d'autres pays. Absolument. Ce qui n'est pas d'ailleurs gigantesque. Non, c'est pas gigantesque. Par rapport à d'autres pays, c'est pas gigantesque. Quand on pense à la dette japonaise, qui est beaucoup plus importante, mais elle est pratiquement détenue que par des Japonais. Oui, elle est détenue à 2 ou 3% par des étrangers. Voilà, bon. Et c'est ce qui explique que pour le moment, d'ailleurs, le Japon n'a pas trop de problèmes de financement. Mais donc, on peut dire, le premier créancier étranger des États-Unis, bon, sans doute, c'est la Chine, à cause des 1277 milliards de dollars. Du déficit commercial américain, essentiellement. Absolument. Donc, retenez 1300 milliards de dollars. Le deuxième créancier des États-Unis, c'est le Japon. 1100 milliards de dollars. Alors ça s'explique plutôt à cause de l'histoire du Japon depuis 1945. C'est les réparations de guerre qui ne disent pas leur nom. D'accord, donc le Japon n'a pas été condamné à payer des réparations de guerre comme nous l'avions demandé à l'Allemagne lors du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Le Japon a été prié d'avoir la bienveillance sous l'amicale pression du général MacArthur et des États-Unis d'Amérique de bien vouloir financer le déficit américain. Bon, alors il y en a d'autres, bon, on va pas donner le détail, on peut se reporter à votre journal Le Contrarien, donc je rappelle Le Contrarien, en un seul mot. C-O-N-T-R-A-R-I-E-N. Mais par exemple, bon, je voyais le Luxembourg a quand même 150 milliards de dollars de dette américaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec la Chine? Qu'ont dit les Chinois tout récemment? Alors, parce que c'est vraiment on va pas dire que c'est un nœud de l'histoire, mais enfin bon, c'est quand même un épisode important de la montée rapide de la puissance chinoise. C'est extrêmement important. Alors je vais citer parce que chaque mot est d'un poids et d'un sens extrêmement fort. Alors, le monde doit tenter de se désaméricaniser. Alors que les hommes politiques américains échouent à trouver un accord viable pour refaire fonctionner normalement les institutions politiques dont ils sont si fiers, c'est peut-être le bon moment pour une planète abasourdie de commencer à envisager la construction d'un monde désaméricanisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids de cette déclaration. Mais il ne s'arrête pas là, hein. Il ne s'arrête pas là. Au lieu d'honorer avec responsabilité ses devoirs de leader mondial, Washington, avec en tête ses propres intérêts, a abusé de son statut de superpuissance, accru le chaos dans le monde en transférant à l'étranger les risques de son système financier, mais également en attisant les tensions dans des différends territoriaux et en menant des guerres injustifiées sous le couvert de mensonges. Alors, elle date de quand cette déclaration? Elle date de ces jours-ci? Elle date, je veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est de dimanche soir.
il me semble. Alors attendez, parce que je regarde la date, c'était le contrarien de lundi matin, donc elle datait de dimanche soir, dimanche 18h. Et on peut pas dire que cette déclaration était très répercutée dans les médias français. Non, alors cette déclaration, elle doit faire sonner un signal d'alarme dans nos esprits. C'est quasiment un faire-part de décès des relations sino-américaines. C'est en langage diplomatique une quasi-déclaration de guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand la Chine écrit accru le chaos dans le monde et sous le couvert de mensonges. C'est des déclarations d'une force diplomatique extrême. Vous vous souvenez, nos auditeurs doivent se souvenir des sketchs de Coluche quand il faisait lui aussi les décryptages des dépêches, les milieux autorisés qui s'autorisent à penser, etc., etc. On est exactement dans cette logique-là. Quand la Chine explique que le monde doit se désaméricaniser, ça veut dire très concrètement que le monde va devoir se passer du dollar. Là, on sent à travers cette dépêche une forme de fureur de Pékin, la fureur de Pékin de se voir probablement ruiné à hauteur de 1300 milliards de dollars. Alors Pékin va avoir ce qui représente, en fait, il faut quand même le rappeler, ce qui représente à peu près 8% de la dette totale des États-Unis, enfin de l'État fédéral américain. Oui. Donc ce qui est pas, on va dire, ceux qui risquent le plus de pertes, c'est les fonds de pension américains. Oui. Et les fonds de la sécurité sociale également, qui servent à payer oui. l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, etc. Oui. Des Américains. Oui. Donc eux, ils ont vraiment beaucoup à perdre. Mais pour le moment, ils ne disent rien. Et la Chine, là, je crois que c'est la déclaration la plus violente, quoi. Jusque-là, ils étaient quand même assez discrets. Nous n'avons jamais rien eu de tel de la part de la Chine. Voilà. Donc en fait, c'est un vrai rappel à l'ordre, quoi. Ils sont en train de dire que ils vont pas se laisser ruiner, quoi. Alors moi, je le prends pas comme ça. Quand je lis cette dépêche, en fait, je comprends qu'ils ne vont pas déclarer une troisième guerre mondiale pour 1300 milliards de dollars. On a quelques grands fous qui peuvent nous diriger. Néanmoins, je pense pas que ce soit le cas des dirigeants chinois. Et c'est pas du tout ça qui ressort de cette dépêche. C'est simplement une colère froide de se faire ruiner et de voir que les États-Unis d'Amérique, à partir du moment où ils sont en train de perdre en pleine partie, changent les règles du jeu. Mais ce qu'ils avaient déjà fait en 1971 et ce qu'ils ont tout le temps fait. Les États-Unis n'ont comme vision des relations internationales que le fait de maintenir une domination hégémonique et sans partage de leur pouvoir. Les États-Unis veulent dominer le monde. Il ne faut pas s'imaginer... Ils dominent depuis 50 ans, au moins 60 ans. Oui, mais et avec quelle domination, d'accord vous savez, dans l'inconscient collectif américain de l'entreprise, du business, etc., si on n'augmente pas son chiffre d'affaires, on décroît. D'accord ? Donc si on fait pas plus l'année prochaine, c'est pas bon. Donc il faut toujours faire plus. Appliquer ce principe du business ou ce principe économique à la géopolitique et vous obtenez que le pouvoir ne se partage pas. La domination ne se fait pas qu'à moitié ou qu'à un tiers ou qu'à 80%. La domination, elle est totale ou elle n'est pas. Donc la domination doit être sans partage. Or, aujourd'hui, les États-Unis sont-ils dans une situation de domination sans partage et qu'est-ce qui se profile ? Eh bien, il se profile tout simplement, et ça on en parle extrêmement peu aussi, que la réalité économique mondiale aujourd'hui, on vous dit les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. C'est faux. Oui, c'est faux quand on prend il y a un certain nombre de critères qui ont été définis. Il y en a eu au moins, je crois, vous les aviez cités, on en a parlé, enfin c'est paru dans un certain nombre maintenant il y a au moins 30 ou 40 critères qui montrent que les États-Unis ne sont plus la première puissance mondiale en matière d'économie. Et il y a quelque chose on le dit souvent, enfin comme moi je le dis souvent, je dois être un des rares à le dire ici. En fait, pour le moment, la puissance des États-Unis, la dernière marge de manœuvre des États-Unis, c'est le fait qu'ils possèdent une douzaine de porte-avions. C'est leur porte-avions. Voilà. Et le jour où les Chinois en auront autant.
Là, les États-Unis seront définitivement enfoncés. Donc ça devrait arriver vers 2020 à peu près. Alors il y a deux choses, Monsieur Ratier. Il y a le fait que les États-Unis détiennent effectivement une armée extrêmement puissante, mais dont on voit parfaitement les limites quand elle intervient à l'étranger. Je pense pas. Alors c'est une armée très puissante, mais qui est pas capable de gagner des guerres. Hein. Donc faut quand même mettre ça en perspective. La guerre en Afghanistan, on peut pas dire qu'elle ait été gagnée. La guerre en Irak, on peut pas dire qu'elle ait été gagnée. Donc si mais vous l'intervention en Syrie a été reportée. Et l'intervention en Syrie a été reportée sine die. Justement, mais ça, je pense que ça fait partie aussi du problème que l'on vit actuellement. Les États-Unis, donc oui, une armée puissante effectivement, mais aussi la monnaie de réserve, la monnaie d'échange, d'accord. Donc le corollaire, c'est la monnaie mondiale. Voilà. Donc le corollaire à la puissance militaire et ce qui exprime la puissance économique, c'est le dollar. Le dollar, c'est l'équivalent de millions de porte-avions quasiment. Bon, et donc aujourd'hui, plus de 60% des échanges, 63 ou 64% des échanges, 63 ou 64% des réserves mondiales de change sont constituées de dollars américains. Donc vous comprenez bien qu'à partir du moment où la dette et le dollar sont deux choses qui sont intimement liées, et le dollar et la dette c'est pareil, hein, c'est la dette crée la monnaie et la monnaie crée la dette, si vous avez un problème de dette, vous avez un problème sur le dollar. Et donc ça veut dire que, et c'était ce que disaient d'ailleurs les Kissinger dans les années 70 ou 80, 70 plutôt d'ailleurs, ils disaient le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Et la dette américaine, c'est exactement la même chose. C'est leur dette, mais c'est notre problème, puisque c'est nous qui la détenons. En l'occurrence, ça va être le problème chinois, ça va être le problème japonais, ça va être le problème des Russes, 250 milliards de dollars de dette américaine, etc., etc. Les Américains ont été barrés en Syrie. Les Chinois et les Russes ont dit aux Américains non. Non. Vous attaquez pas Damas. Bon, là, ils ont tiré 2 missiles. Les missiles, sont soi-disant abîmés en mer, mais a priori, ils ont plutôt été abattus par la défense antimissile russe. Défense russe. Les Russes ne s'étant pas dégonflés et ayant prévenu que de toute façon, s'il y avait des tirs, ils riposteraient. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, les Américains ont fait marche arrière face à la détermination russe et chinoise. Pensez-vous que c'est quelque chose qui puisse rester impuni ? Dans la volonté hégémonique d'hyperpuissance américaine. Non, si vous voulez être un dominateur incontesté, vous ne pouvez pas accepter la contestation. Qu'on soit pour ou contre. On a beaucoup de messages, donc je vais vous en lire un certain nombre. Parce que le temps passe et on a l'habitude ici quand même de lire les messages des auditeurs et que les invités y répondent. Donc il y a un auditeur qui nous dit, je crois que peu de gens l'ont noté, le gouvernement américain a annoncé par avance qu'il ne vendrait pas les réserves d'or des États-Unis dans le cas où il y aurait un refus du relèvement du plafond de la dette. Alors, c'est une excellente remarque de cet auditeur. Alors, si cet auditeur avait lu le contrarien.com, il aurait été prévenu immédiatement. Moi, c'est une information sur laquelle j'ai fait un papier parce qu'effectivement, c'est une information extrêmement importante sur l'or et sur l'importance de l'or. Alors, c'est un message qui a été donné par le Trésor. En fait, il y a eu une réunion au Trésor au Trésor américain, donc c'est l'équivalent de notre ministère des Finances, si vous voulez, qui s'est tenu il y a à peu près 15 jours, et on parlait du shutdown, on était en plein shutdown, donc fermeture des institutions et licenciement des fonctionnaires, enfin en tout cas fonctionnaires non payés. Et à ce moment-là, on évoquait déjà le défaut de paiement. Donc le Trésor américain se réunit, on dit voilà, bon, si on va au défaut de paiement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a une réunion comme ça où il se prépare au défaut de paiement. Quels sont les paiements qu'on va honorer, quels sont les paiements qu'on ne va pas honorer. Donc je peux déjà vous donner la réponse. On honorera a priori dans un premier temps les intérêts de la dette pour qu'il n'y ait pas de défaut de paiement officiel. Mais en revanche, l'ensemble des prestations sociales seront supprimées et coupées immédiatement. Donc voilà ce qui se passe. Ce que vous dites n'est pas gratuit de toute façon parce que évidemment, on évoque
par derrière, on peut penser à la France, où il y aura s'il y a un jour il y a un défaut de paiement, on commencera par payer les intérêts de la dette aux banquiers internationaux. Absolument. Donc voilà tout ce qui a été évoqué dans cette réunion du Trésor américain il y a une petite quinzaine de jours. Les bijoux de famille. Et puis il y a les bijoux de famille. Et donc à la sortie de cette réunion, un journaliste va voir un grand chef du Trésor et dit mais attendez, parlez pas de défaut de paiement. Vous avez 8000 tonnes d'or à Fort Knox. Vous pourriez les revendre. Ça vaut à peu près 300 ou 400 milliards de dollars au prix du marché actuel. Si on revend 8000 tonnes, le prix de l'or va baisser. Donc évidemment, quoique s'ils sont en défaut de paiement, d'un autre côté, ça peut peut-être monter un peu. On sait jamais. Et donc, pourquoi vous revendriez pas votre or? Ça reculerait l'échéance. Et ils auront le responsable du Trésor aura cette réponse très claire et sans ambiguïté, qui consiste à dire non. L'or est un actif stratégique. L'or est un actif stratégique. Alors que je croyais que c'était une relique barbare. Une relique barbare. Donc faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc revendez votre or, braves gens. Surtout n'en achetez pas. Ça c'est en tout cas ce à quoi nous sommes soumis comme propagande dans les pays occidentaux. Parce que c'est pas le cas en Chine. En Chine, par exemple, le gouvernement de Pékin incite ardemment et quasiment quotidiennement ses citoyens à acheter de l'or. Il y a même des distributeurs. Dans les banques où nous, de lingots d'or. Voilà, dans nos banques où nous, alors en supermarché, dans les galeries commerciales, et maintenant même c'est toute une banque qui a décidé d'installer là où nous on a pour remettre nos chèques, retirer un peu d'espèces, etc. Là dans le truc où il y a tous les automates, ils en ont rajouté un qui effectivement vend des pièces d'or et des lingots et lingotats. Donc ils ont vraiment cette vision de pousser chaque personne à acheter le maximum d'or et à convertir les monnaies papier fiduciaires en or. La stratégie de Pékin là-dessus, elle est extrêmement claire et c'est une évidence. La Chine est le plus gros fabricant d'or aujourd'hui, le plus gros producteur extracteur d'or aujourd'hui. Ils n'en exportent pas. Ils n'en exportent pas un gramme. Ils en achètent entre 600 et 800 tonnes et par an. Et ils en importent le maximum. Donc aujourd'hui, on estime que les réserves d'or chinoises sont sensiblement identiques aux réserves officielles, même si le chiffre n'est pas officiel, mais aux réserves officielles affichées par les États-Unis, donc de l'ordre de 8 000 milliards de dollars. L'idée, c'est que lorsqu'il y aura désaméricanisation du monde, fin du dollar, nouvelle monnaie, nouveau système monétaire international, parce que la résolution ultime de cette crise que nous traversons, qui est loin d'être finie, sera la résolution monétaire de la crise avec la mise en place d'un nouveau système monétaire international dans lequel, a priori, l'or viendra jouer un rôle cardinal, raison pour laquelle les autorités chinoises demandent au peuple et à sa population d'acheter massivement de l'or et d'épargner massivement en or. Je crois qu'il faut pas être grand devin et grand clerc. L'idée étant d'asseoir, en tout cas en Chine, d'asseoir le yuan sur de l'or et de devenir le nouveau dollar du 21e siècle. Alors, on a beaucoup de messages. Alors, je vais quand même vous les lire parce que l'heure passe. Donc, vous vous trompez. J'ai retiré à la banque une somme importante, 50 000 € à la suite de 2 entretiens sans problème. Bon, je pense pas qu'on se trompe. Je dis que vous l'avez dit, c'est faisable, c'est envisageable. C'est quand même complexe. C'est très compliqué. Voilà. D'accord, c'est très compliqué. Essayez d'aller tirer plus de 1000 € dans votre guichet à la banque postale. Essayez d'aller tirer plus de 500 € dans votre petite agence LCL. Bon, alors après, quand vous vous appelez Madame Bettencourt, vous arrivez à faire des retraits de 500 000 € en espèces sans que ça choque personne. Donc évidemment, tout est toujours possible. Simplement, c'est effectivement de plus en plus compliqué. Et c'est aussi de plus en plus compliqué, soyons honnêtes, pas uniquement par refus des banques, mais aussi parce que pour des raisons de sécurité, de hold-up qui sont devenus extrêmement courants. Ayant travaillé dans la banque, je sais ce que c'est que les braquages, c'est extrêmement courant. Les gens ne sont pas au courant du 10e des braquages qui ont lieu chaque jour sur le territoire. C'est que les trucs spectaculaires qui remontent dans les médias, quand on vous fait exploser toute une façade
façade d'un distributeur, ça remonte dans les médias, mais enfin tous les petits braquages quotidiens ne remontent quasiment pas. Donc pour des raisons de sécurité, c'est effectivement aussi compliqué, et donc on va vers une suppression des espèces. Il y a une volonté de toute façon d'aller vers du tout numérique et d'avoir le moins possible de transactions en espèces. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un ensemble d'éléments qui font qu'aujourd'hui avoir du cash, c'est de plus en plus difficile. Maintenant, dans un certain nombre de petits établissements, de banques qui peuvent être des banques que je vais qualifier de banques patrimoniales un petit peu haut de gamme, les choses s'arrangent beaucoup plus facilement, bien sûr. Bon, mais ça reste un phénomène marginal. De toute façon, on sait que la monnaie, pour simplifier pour les auditeurs, la monnaie papier représente moins de 10%. C'est 2%. Voilà, 2% des encours déposés dans les banques. De la richesse. Voilà. Donc, si les gens vont tous dans les banques, il n'y aura pas assez de billets pour qu'ils puissent retirer la masse monétaire sous forme de billets représente 2% de la masse monétaire tout court. D'accord ? Donc, globalement, si vous avez 100, vous aurez que 2 billets. Alors, je rappelle, on a beaucoup de messages. Alors, on nous tient au courant de ce qui se passe. Donc, le Sénat est arrivé à un accord. La majorité de la Chambre, en plus c'est un de mes amis qui l'envoie, qui est quelqu'un de sérieux et qui analyse Voilà, le Sénat est arrivé à un accord. La majorité de la Chambre a indiqué qu'elle le voterait. Bloomberg souligne que les taux sont tout de même tendus tout au long de la journée. Le plafond de la dette serait suspendu jusqu'en février et le gouvernement aurait les moyens de faire face aux échéances jusqu'en janvier. Alors, c'est un peu ce qu'on disait. Le plafond de la dette serait suspendu entre guillemets, suspendu jusqu'en février. D'accord. Le gouvernement aurait les moyens de faire face aux échéances jusqu'en janvier. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'on allait risquer de s'orienter vers un léger report, mais que les Républicains n'avaient pas l'intention d'ouvrir une ligne ouverte à la réserve fédérale, au gouvernement fédéral américain. Voilà. Alors, cette nouvelle, à mon sens, n'est pas une bonne nouvelle, si on s'oriente vers ce type d'accord. Ça va faire peser une incertitude pendant de longues semaines. Et je suis pas persuadé que ce soit une bonne chose. En tout cas, on rentre dans une période où il va falloir s'habituer à beaucoup plus de volatilité, mais également à beaucoup plus de méfiance vis-à-vis des dettes souveraines. Il faut bien se rendre compte que le psychodrame qui se joue aujourd'hui sur la dette américaine, il est gravissime. Donc, on parlait tout à l'heure de la réaction chinoise. Pékin, qui est détenteur de 1300 milliards de dollars américains sous forme de bons du Trésor, il en fait quoi là ? C'est-à-dire que dans 2 mois, on repart encore pour le même cirque. Ce qu'on dit, ce que vous dites, nous sommes quelques-uns à dire ce genre de choses. Bon, on sait que la Chine essaye de se débarrasser discrètement de ces bons du Trésor américain pour les convertir dans d'autres des réserves de devises qui soient pas le dollar, pousser l'euro, etc., etc. Et ils le font, ils ont un tel volume, achat d'or, etc. On sait qu'ils sont en train de le faire petit à petit et de manière pas trop voyante pour qu'effectivement leurs réserves ne s'effondrent pas, quoi. Mais en réalité, quand on regarde l'évolution des réserves chinoises en dollars, elles augmentent. Et chaque mois qui passe, elles augmentent. Parce que si vous voulez, le déficit américain vis-à-vis de la Chine est tel que de toute façon, dans la balance des paiements, dans la balance des exportations, etc., que de toute façon, hélas, les Chinois, s'ils voulaient avoir une réelle politique de diversification, ils déstabiliseraient complètement le marché de la dette souveraine, donc le marché obligataire, parce qu'il y aurait un tel afflux de bons du Trésor qu'ils mettraient sur le marché que, en réalité, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. C'est un peu le principe de... S'ils le débarrassent, ils font s'effondrer le dollar. C'est la branche sur laquelle on est assis, quoi. Donc, il faut... Absolument.
On est un peu bloqué. Alors il y a un auditeur qui nous dit, je ne sais pas si c'est la bonne solution, enfin la bonne raison, mais apparaît aujourd'hui l'explication de la raison pour laquelle les États-Unis ont fait entrer la Chine dans l'OMC, ce qui était aberrant d'un point de vue économique, mais ce qui était pour eux le moyen de déverser leur monnaie de singe dans cet énorme réservoir en vue de la domination monétaire mondiale. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Alors, ça m'évoque que il y a plusieurs éléments qui ont présidé au fait que les États-Unis fassent rentrer la Chine dans l'OMC. Tout d'abord, c'était la volonté de créer un nouveau marché, un marché d'1,5 milliard d'habitants. Donc, c'était pour le patronat américain et pour les entreprises américaines, c'était un gisement extraordinaire de nouveaux profits. Donc, on avait envie d'ouvrir et de créer ce marché chinois. On avait également effectivement envie de réduire de manière importante les coûts de la masse salariale, et rien de mieux dans ce cas-là que la concurrence internationale de travailleurs low cost, ce qui a été le cas avec les travailleurs chinois et donc tout le phénomène des délocalisations. Donc il y avait beaucoup d'éléments. Alors évidemment, il y avait un élément monétaire, mais à mon sens, l'élément monétaire n'était pas du tout prépondérant. En réalité, qu'est-ce qu'il s'est passé en moins de 10 ans ? Eh ben, puisque l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est 2003. Nous sommes en 2013, donc c'est 10 ans. En une décennie, la Chine est devenue la première économie mondiale. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La Chine aujourd'hui a un PIB qui est inférieur au PIB américain. Sauf que, pour faire ce PIB, les États-Unis ont besoin de beaucoup de dettes. Et en net de dettes, le PIB américain est inférieur au PIB chinois. Donc le pays qui aujourd'hui crée de la vraie richesse et du vrai PIB, si on raisonne en net de dette, en net d'endettement, c'est la Chine, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Donc en 10 ans, les Chinois ont pillé nos technologies, fait des bonds et des sauts qualitatifs extraordinaires. Aujourd'hui, Apple, Samsung, tout ça, alors Samsung a beau être coréen, Apple a beau être américain, tout ça c'est produit par un très gros sous-traitant chinois qui s'appelle Foxconn. Donc le savoir-faire est en Chine, les usines sont en Chine, la production est en Chine. La Chine est devenue l'atelier du monde, mais l'atelier de fabrication de vraies richesses. Nous sommes dans un état d'endettement phénoménal, nous autres pays occidentaux. Nous avons une croissance qui patine complètement, pour pas dire qu'elle recule. Qui est nulle depuis 7 ou 8 ans. Nous ne produisons plus aucune richesse et nous nous appauvrissons chaque jour et chaque semaine et chaque mois de tous les achats que nous faisons à la Chine. Il faut bien comprendre que quand on est dans une situation comme celle-là, il va arriver un moment où on devra faire le choix d'un changement de règle du jeu. Et je pense que les États-Unis sont dans un moment comme celui-là. Alors, le mal est déjà fait, parce qu'aujourd'hui, quelle confiance peut-on avoir dans la dette américaine ? Alors, vous faites ce que vous voulez, mes chers auditeurs, mais enfin, ce qui est clair, c'est que, en ce qui me concerne, je suis pas prêt d'acheter de la dette américaine pour avoir droit au même cirque et au même simagrée au mois de janvier ou au mois de février, en me demandant si cette fois je serai remboursé. On ne sait pas si l'État fédéral va réouvrir ou pas réouvrir. Alors, tout ça, à quoi ça rime ? Alors, soit on augmente le plafond de la dette, comme on le faisait jusqu'à présent, on essaye de réduire un petit peu les dépenses, comme on a essayé de le faire, et de maintenir une trajectoire saine pour retourner à l'équilibre, on suscite l'espoir. Là, on n'est dans rien de tout ça, on est dans quelque chose qui est profondément irraisonné et non raisonnable. Donc, il y a beaucoup trop de zones de flou, et je pense qu'il y a des choses qui nous échappent, mais qui dépassent des enjeux purement et simplement économiques. Et je pense qu'il y a des enjeux politiques et géopolitiques majeurs. Alors, il y a un élément qui est annexe à notre discussion de ce soir, mais qui est un élément qu'on mesure déjà, et vous reprenez souvent des dépêches de l'agence de presse Xinhua. Xinhua, Chine Nouvelle, oui, absolument. C'est que les industriels chinois commencent à délocaliser leurs usines en Afrique en raison de l'augmentation du coût de la main-d'œuvre en Chine. Alors on a considéré ça souvent comme un peu ridicule, mais effectivement quand on passe
une personne qui est pas payée en gros l'équivalent de 50 centimes d'euros en une journée à 1 euro, bon, pour les Chinois, pour l'industriel chinois, c'est un doublement de ses coûts salariaux. Absolument. Même si nous, ça nous paraît ridicule. Mais je voyais là un article des Échos qui date du début de la semaine. C'est une grosse étude qui vient de paraître, vous l'avez certainement remarqué, en disant qu'en 2030, c'est-à-dire dans 17 ans, la Chine sera devenue trop chère pour y produire. Donc c'est un peu, je sais que vous en parlez de temps en temps, mais c'est un peu le paradoxe de ces Chinois qui resteront pauvres avant d'avoir été riches. Dans combien de temps, est-ce vous m'avez que c'est dit plausible? L'étude, c'est une étude de PwC, c'est des initiales. PricewaterhouseCoopers. Cooper, excusez-moi, voilà. Bon, c'est une étude, ça vaut ce que ça vaut. Bon, mais ils estiment qu'en Chine, le salaire moyen mensuel passera de $523 en 2011 à $2057 en 2030. Et donc que la Chine sera trop chère pour y produire et qu'à ce moment-là, l'essentiel de la production sera concentré en Afrique. Est-ce que dans 17 ans, et je crois que c'est très important de garder ce chiffre en tête, alors je le répète encore, dans 17 ans. Pourquoi ? Parce que d'ici 17 ans, nous aurons tous eu le temps d'être chypriotes ou grecs. Quel est le salaire moyen maintenant en Grèce ? Je sais pas, il doit tourner aux alentours, je sais pas, de 600 euros, 630 euros. Il a été quasiment divisé par deux. Justement, il nous reste qu'un petit quart d'heure. Vous voyez, entre 600, on va un peu abandonner. Entre 600 euros et entre 600 euros pour un grec et $523 pour un chinois, vous voyez que le grec redevient compétitif, hein. Donc, nos chers compatriotes français doivent bien comprendre ce qui les attend. Voilà. Alors, justement, on va revenir. Il y avait des auditeurs qui nous disaient, mais est-ce qu'un défaut de paiement est envisageable en France ? Alors, je dirais plus qu'en France. Enfin bon, en tout cas dans la zone euro ou dans l'Union européenne. Et on peut dire que j'en parle de temps en temps parce que je crois quand même être un des rares à en parler, y compris à cette antenne. Le silence, mais incroyablement complice des médias, la médiocrité des journalistes, je parle pas de journalistes économiques spécialisés, etc., mais enfin dans l'ensemble, la manière assez lamentable dont sont rapportés les problèmes qui se posent en Grèce, en Chypre, au Portugal, en Italie, en Espagne, ça reste toujours très anecdotique. Bon, alors que les mesures qui ont été prises les plus visibles, elles sont en Grèce, sont des mesures terribles. Et vous nous disiez qui sont parfaitement envisageables demain avec le gouvernement socialiste actuel. Parce qu'il n'y aura pas le choix. Et c'est là que c'est d'une infinie tristesse quand on voit ce qui se passe, quand il se passe à Athènes, en Grèce, quand on voit que les maisons de retraite sont fermées. On vire les anciens des maisons de retraite, hein, on les vire, qu'ils soient malades ou pas malades, faibles ou pas faibles, on les vire. Vous avez une réduction de 30% des retraites à peu près, une réduction, je crois, de 50% du salaire des fonctionnaires. Pour ceux qui ont encore un emploi, et qui sont pas en pré-licenciement ou qui n'ont pas été, je sais plus comment on dit, enfin, je dis ça en anglais, le caouté, enfin, qu'on ne paye plus parce qu'on leur dit de rester à la maison, quoi. Vous avez, souvenez-vous, il y a quelques mois, la télé grecque qui ferme, qui s'éteint. D'accord, vous transposez ça ici. Alors là, quand même, ils en avaient parlé. C'était France 2. On éteignait France 2 et France 3. Voilà, ça coûte trop cher. Pof, on coupe le bouton. Il n'y a plus de France 2 et France 3. Mais ce qui est intéressant, c'est, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, il m'a paru évident que c'était une mesure transitoire et qu'elle est de courte durée, puisque les gouvernements actuels tiennent très largement, grâce aux télévisions, qui abreuvent les populations à peu près 3 heures par jour, ce qui leur permet de maintenir une espèce de statu quo pour les empêcher de penser, parce que me disait, s'il n'y a plus de télévision, les gens vont finir par se révolter, parce que ils auront enfin compris ce qui leur arrive, et il n'y aura plus cette drogue qui est en vente libre, qui est déversée dans tous les écrans de tous les foyers. Et ils l'ont rétabli, la télévision. Ce n'est pas moi qui vous contredirai. Hein, donc non, c'est une évidence.
pense qu'aujourd'hui, la télévision est l'outil qui permet de ce qu'on appelle fabriquer le consentement et la pensée commune et dominante. C'est le fameux slogan vu à la télé, et la fabrication du consentement. C'est un bouquin extrêmement brillant, un ouvrage brillant d'un homme brillant qui s'appelle Noam Chomsky et qui est un linguiste américain, un vieux monsieur, d'une infinie sagesse et d'une très grande clairvoyance. Donc les auditeurs que ça intéresse, la fabrication du consentement, Noam Chomsky, ça vous fait voir la télé différemment, c'est-à-dire que vous ne la voyez plus du tout. Oui, donc tout ce qui se passe en Grèce, tout ce qui se passe au Portugal, le Premier ministre portugais a annoncé, je crois, hier ou avant-hier, que ils étaient en banqueroute. Alors on vous dit tout va mieux que bien, l'Espagne va sortir des plans d'aide, l'Irlande ça y est, elle s'est redressée, etc., etc. Tout ça, c'est de l'illusion, c'est de la poudre de perlimpinpin. La situation est dramatique. C'est quand même intéressant, excusez-moi de vous couper la parole, je sais que ça ne se fait pas, j'ai essayé de retrouver un document. Dans le même, bon, c'est des choses où on n'a pas parlé beaucoup, c'est que dans le même moment, bon, quand même, le Portugal essaie de se relever et a pris des mesures qui vont totalement à l'encontre des mesures qui sont adoptées en France, puisqu'ils ont décidé, par exemple, de nettement baisser l'impôt sur les sociétés, j'essaye de le retrouver, mais qui était déjà beaucoup moins élevé qu'en France. Ça va même plus loin que ça, monsieur Ratier. On peut supposer donc que ça risque d'avoir entraîné des changements. Nos auditeurs doivent savoir, si nous avons parmi nous des auditeurs retraités, sachez que vous pouvez aller vous installer à Lisbonne avec vos revenus. Si vous vous installez à Lisbonne pour la première fois de votre vie, et il y a la libre circulation des biens, des personnes et tout un toit avec l'Europe. Donc si vous vous installez pour la première fois à Lisbonne, vous serez non imposable. Donc fuyez l'enfer fiscal français et allez vous installer à Lisbonne. C'est à 1h30 d'avion par Ryanair ou par les compagnies low cost. Donc vos enfants et petits-enfants pourront venir vous voir facilement. Vous pourrez même leur payer le billet régulièrement avec les économies d'impôts, puisque tout étranger qui arrive au Portugal actuellement ne sera pas imposé et imposable sur les revenus qu'il percevra, notamment de retraite et de pension. Donc vous vous rendez compte la politique de dumping fiscal qui est en train d'y avoir. Aujourd'hui, les agences immobilières de Lisbonne vous expliquent que les principaux acheteurs sont français. D'accord ? L'écrasante majorité des acheteurs à Lisbonne de biens immobiliers sont français. Oui, voilà, je retrouve la dépêche, ça date du mardi 15 octobre. Le gouvernement portugais va réduire l'impôt sur les sociétés de 25 à 23% l'année prochaine. Vous pensez 23% d'imposition en France, enfin non, au Portugal par rapport à la France. Alors en France c'est 33% plus 10. À un taux de l'ordre de 17 à 19% d'ici 2016. Donc entrepreneurs, nos chers auditeurs entrepreneurs, fermez votre société en France, si vous faites du service, de la prestation de service ou ce genre de choses. Vous avez un nouveau paradis fiscal, c'est le Portugal. Voilà. Alors fin du secret bancaire suisse, mais début du paradis fiscal portugais. Alors on a un auditeur qui nous parle on avait parlé un petit peu avant l'émission de cette déclaration, enfin de cette idée qui apparaît totalement aberrante mais qui est pourtant réelle, qui date de la fin de la semaine dernière, qui est la proposition qui figure dans le nouveau rapport du Fonds monétaire international, qui évoque pour la première fois un prélèvement entre guillemets une fois pour toutes sur l'épargne privée. Et alors je lis les taux de taxation nécessaires pour ramener les ratios de dette par rapport au produit intérieur brut à leur niveau de la fin 2007, c'est-à-dire 6 ans, nécessiterait une imposition d'environ 10% sur tous les ménages disposant d'une épargne nette positive. Ces calculs, précise le FMI, ont été effectués pour 15 pays de la zone euro. Ça rejoint exactement ce que je vous disais en début d'émission sur l'idée de la dette. Nous cachons par la dette le véritable coût de nos dépenses.
Eh bien, le véritable coût de nos dépenses dans les 6 dernières années, c'est 10% de l'épargne des gens. Voilà ce que c'est, très concrètement, que nos dépenses non financées de ces 6 dernières années. Il faut savoir qu'en 2007, notre taux d'endettement est élevé. Donc si on revient au taux d'endettement de 2007, nous ne réglons pas notre problème de dette. On se redonne un peu de marge de manœuvre. On évite la banqueroute tout de suite, pour quelques années encore. Mais on se tire une balle dans le pied parce que pareil. Mais ce qui est quelle même, confiance avoir après 3 minutes là. Mais ce qui est quand même, moi je trouve absolument sidérant, c'est que vous avez un organisme officiel international qui était dirigé il y a encore peu par un Français, qui a toujours dirigé par une Française, qui explique en termes choisis que pour revenir à 6 ans en arrière, il va falloir, enfin, ils envisagent, un organisme officiel envisage de voler 10% de l'argent qu'ont économisé les ménages européens. Et ça se fera. Vous pensez que ça va se... C'est inéluctable parce qu'il n'y a pas le choix. Alors que vous voliez l'argent des gens par les impôts, par la taxation, peu importe, vous leur prenez de l'argent. Et il arrive un moment, les choses sont... On aime bien complexifier l'économie. En réalité, l'économie, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. J'ai des dettes. Soit je paye ces dettes, soit je ne les paye pas. Si je paye ces dettes et que je fais le choix politique de payer ces dettes, je dois trouver des ressources. Pour trouver des ressources, j'augmente les impôts, je baisse les dépenses, ou je taxe l'épargne. Point. Tout le reste, c'est de la littérature. Ou alors, je fais le choix politique de ne pas rembourser ces dettes. Le défaut de paiement. Je considère que la dette est illégitime, ça peut être un choix. Je décide... C'est un peu ce qui s'est passé en Islande. En Islande, c'est ce qui s'est passé. Pourtant, l'Islande existe toujours. Et l'Islande existe toujours, les Islandais existent toujours, et ils ont plutôt l'air de bien s'en remettre. Mais c'est aussi ce qui s'était passé en Argentine, et là par contre, ça s'était nettement moins bien passé. Donc attention, là par contre, ne prenons pas le risque d'être simplistes. C'est dangereux, mais ce qui est clair, c'est que ce sera douloureux. Et quel que soit le chemin que l'on va choisir, ce sera douloureux. Alors, Monsieur Sana, on a eu vraiment beaucoup de messages. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. J'espère que j'aurai l'occasion de vous inviter à nouveau, parce que je crois que les ennemis, on a eu beaucoup de messages de félicitations pour cette émission, et on avait envisagé de traiter bien d'autres sujets. On se rend compte qu'une heure et demie ne suffit absolument pas. Donc, je rappelle que je recevais ce soir Monsieur Charles Sana, qui est économiste, qui est directeur des études de la recherche financière et économique de la société Ocof.com, et qui édite chaque jour un quotidien gratuit économique qui s'appelle Le Contrarien, et vous pouvez le trouver sur lecontrarien.com. Et on se retrouve après la coupure technique pour la seconde partie de cette émission.